Et en fait, je pense que chaque être humain a en lui un trousseau de clés. C'est comme faire 1880 km sur une pente à 6% tout le temps. Un faux plat comme ça à 6%. L'enfer. Enfin, bref. Pour moi, l'enfer. Exactement. Pour tout moi, ça, l'enfer. Pour toi aussi ou pas? ça va l'être. Je sais que je serai sur mon vélo, ça va être l'enfer, mais après c'est un dépassement, c'est un combat contre soi-même. Comme disent les médecins, on va te donner la plus belle qualité de vie sur la plus grande quantité, ce qui veut tout et rien dire, toujours très complexe à comprendre. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Gilles, quelle force de vie. Diagnostiqué à 35 ans d'une tumeur neuro-endocrine du pancréas avec métastase au foie, il veut profiter pleinement de la vie et rester positif. Profiter et positiver, quand on assemble ces deux mots, ça donne le mouvement qu'il a créé, le profitivisme. Un mot pas si simple à prononcer, mais qu'on n'oubliera jamais. Gilles me scotche, c'est une force de la nature. Nous suivrons tout le chemin qu'il a parcouru au fil de son récit. D'un hôtelier avec une personnalité qui ne décrit pas de manière super positive, il est devenu le Gilles qu'il a probablement toujours voulu être. Libre, plus vivant que jamais et axé sur l'essentiel. Il nous parlera de l'annonce de sa maladie, une annonce sordide. 4 à 5 ans max, ces phrases qui tuent, au sens propre comme au sens figuré. Et j'avoue que si j'avais été dans cette chambre, j'aurais rétorqué sur le champ « Mais qu'est-ce que vous en savez ?» Heureusement, un autre médecin était franchement plus positif. Gilles veut défier les stats en mettant 1 milliard de choses en place, et puis il a 1000 rêves et l'envie furieuse d'en réaliser un paquet. Son prochain rêve, la Silk Mountain Road, 1880 bornes en vélo avec un dénivelé positif de 30 000 mètres dans les montagnes kirghizes. Il va certainement en chier, mais il veut à tout prix se lancer dans ce combat contre lui-même. Go, go Gilles. Aujourd'hui, il veut inspirer, lever les tabous, transmettre. Sa philosophie de vie se base sur 5 piliers. La médecine traditionnelle qui le maintient en vie, le sommeil réparateur, l'activité physique, la nutrition, la spiritualité. Et puis, il nous parlera de la vie comme étant un trousseau de clés. Si vous avez un coup de mou, je vous assure que vous aurez un sourire en écoutant cet épisode et qu'il vous donnera la pêche. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'être là. Tu es venu en vélo en plus. Oui. Mais de loin, ça a pris combien de temps? Je sais pas où tu habites en fait. Mais... Ma campagne, donc petit 45 minutes. 45 dans minutes, les bois. Voilà. Il fait beau, il y a les chants des oiseaux, donc ravi. Et puis tu vas nous parler de vélo quand même aussi, dans cet épisode d'une grande course en vélo. Course? Une course, Oui, c'est une course. Oui. Voilà, vraiment je te remercie parce qu'en fait c'est toi qui m'as contacté. Et puis on a essayé d'enregistrer un petit peu plus tôt, puis voilà, ça s'est pas mis et là ça se met aujourd'hui, justement à une date importante parce qu'il va y avoir un événement important en août dont tu vas nous parler. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes comme tu veux. Alors c'est clair qu'on va donner un petit peu le contexte de la maladie et puis tu peux me dire ce que tu veux sur toi. D'accord. Mais tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être là, comme tu dis, à une date importante avant cette course. Alors moi, 35 ans, je m'appelle Gilles Van Orsbeek. J'ai été diagnostiqué il y a maintenant 2 ans et demi, en décembre 2020, d'un cancer. C'est une tumeur neuro-endocrine du pancréas. Alors c'est pas un cancer pancréatique, dans le sens que c'est pas le cancer virulent qu'on connaît qui nous donne quelques mois de vie. C'est plutôt quelque chose de lent, de muet et d'invisible. Ce qui est assez perturbant parce que, et comme tu me l'as dit, je vais bien, je suis bien, j'ai pas l'impression d'être malade, ou en tout cas je donne pas l'impression d'être malade. Muet parce que comme c'est une maladie qui grandit très lentement, petit à petit en fait on la découvre malheureusement que très tard et déjà avancée. Quasi toujours. Quasi toujours, Oui. à part
coïncidence, mais sinon ça se développe lentement, et quand on la découvre, c'est souvent déjà à un niveau métastatique où, en plus étant le pancréas, tout ce qui est opération, tout ce qui est radiothérapie, c'est très compliqué parce que ça reste à être très profond dans le corps et caché par beaucoup d'autres organes. Et donc voilà, moi on me l'a découvert à un stade avancé avec des métastases sur le foie, qui fait que voilà, on a un stade où, comme disent les médecins, on va te donner la plus belle qualité de vie sur la plus grande quantité, ce qui veut tout et rien dire, toujours très complexe à comprendre. Et donc voilà, c'est une maladie incurable, en tout cas médicalement parlant, et qui me permet aujourd'hui de me maintenir en vie. Une belle vie, une très belle qualité de vie. Après, je suis déjà sur mon 3e traitement, donc c'est un peu varié. Tu dis une très belle qualité de vie, mais c'est quand même, c'est quand même 1 semaine sur 2 avec ces chimios, c'est quand même très difficile, quoi. Alors je suis, je crois, un positif inné, donc je vais toujours dire que tout est très beau, que tout est facile. J'en discutais il y a pas longtemps avec mes parents à un dîner à 3 où ils me disaient je sais que tu nous protèges et que tu veux pas transmettre certaines choses que je vis. Je suis quelqu'un, un peu un livre ouvert, je dis tout, je partage tout avec un peu tout le monde, autant un inconnu que mes meilleurs amis. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que je garde parce que c'est des choses plus difficiles à comprendre, qui sont assez lourds, qui sont... on parle de pronostic, on parle d'euthanasie, on parle de beaucoup de choses qui peuvent être difficiles à transmettre. Et donc ça veut dire, tu gardes ça pour toi, tu dis que tu n'en parlais pas spécialement avec tes parents ? Non, je transmets, ils le savent, mais j'essaye toujours de l'aborder d'une certaine manière pour que, comme moi je le vis tous les jours et que je le ressasse dans ma tête et que je sais de quoi ça parle, je l'ai déjà assimilé, j'ai pris conscience. Mais pour d'autres personnes, c'est plus difficile. Et je crois qu'en tant que patient, sachant où on va, vers quoi on va, c'est plus facile à comprendre et à assimiler que quelqu'un d'autre qui vous aime, qui veu pas vous perdre. Qui n'a pas fait tout ce cheminement, quoi. Aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de la manière dont on l'a annoncé avec ces statistiques Je sais que ça avait été très marquant quand on s'est parlé la première fois. Tout à fait. Donc, quand on me l'a appris, j'étais à Kuala Lumpur, enfin, quand on avait vraiment trouvé la tumeur. À ce moment, on m'avait dit, c'est une maladie lente, ça grandit très lentement, donc pas de souci, tu as le temps. J'avais demandé d'ailleurs si je pouvais travailler parce que c'était début décembre et on avait les fêtes de fin d'année dans mon hôtel important. Donc, oui, tu étais hôtelier, hein ? Voilà, exactement. Et donc j'avais toute mon équipe qui m'attendait et je voulais pas partir ou m'arrêter avant. Donc j'avais demandé, il m'avait dit oui, pas de souci. Donc j'ai encore postponé pendant 3 semaines sans rien faire, aucun traitement, aucun médicament, rien. Je peux juste te demander comment est-ce que tu as découvert ça en fait, comment... Alors je me suis marié en fin septembre 2020 en Espagne. Avec aujourd'hui mon ex-femme Chris qui est espagnole. Et en repartant en Malaisie, j'avais ma quarantaine. Je me dis, j'ai le temps, j'étais dans un hôtel, une petite chambre, tout de suite 15 mètres carrés, j'avais pas grand-chose à faire. Je me dis, je vais m'implémenter une nouvelle routine de vie, d'hygiène de vie, en faisant stretching, yoga le matin. Et je fais ça, et l'après-midi, j'ai une douleur au niveau de l'omoplate droite, assez poignante, comme si j'avais un coup de couteau... Et petit à petit, ça s'est transformé en ma colonne, comme si on voulait m'arracher la colonne. Puis c'est tout ma cage thoracique qui comme si elle gonflait et qu'elle voulait exploser. S'ensuit nausée, froid, chaud, ne pas savoir où dormir, des douleurs, diarrhée, vomissement. Sans savoir ce qui se passe, et tout ça pendant 48 heures. Et après 48 heures, prêt à monter l'Everest, perdu 3 kilos, mais prêt à monter l'Everest et tout va bien. Et donc ça, c'était au début octobre. Et puis j'en ai eu comme ça toutes les 2 semaines. Chaque fois après un effort physique. C'était principalement après un effort physique. Et donc on pensait que c'était une bactérie. On s'est dit que c'était une pancréatite. Les crises, c'était comme des caillots sanguins. Mais donc, oui, c'est ça ça fait un mal de chien, quoi. La pancréatite, je crois que c'est une des douleurs les pires. Mais voilà. Ouais. Donc c'était vraiment assez compliqué. Je me souviens, j'étais à Langkawi sur ma petite île. Je voulais pas déranger mes collègues. J'étais seul parce que ma femme n'avait pas encore son visa à ce moment-là. Et je prends la voiture, il doit être minuit pour aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Parce que je sentais que là, j'arrivais pas à gérer ça tout seul ou j'avais besoin de quelque chose. Je conduisais, j'avais la main qui tremblait. Oh, Gilles, quoi. Un bazar pour arriver jusque-là, où j'arrive dans un hôpital d'une île tertiaire-mondiste dans un certain sens. Enfin, il n'y avait pas une qualité... Il n'y avait pas un PET scan, quoi. Rien. Donc, assez étonnant. Puis, je vais à Kuala Lumpur, dans un hôpital international. On fait comment on appelle ça ? Une écho. Une échographie. Et le type était plus intéressé par ma vie
Et ce que je faisais que par ce qu'il regardait. C'est vrai que c'est vrai qu'elle est fabuleuse. Voilà. Et à ce moment-là, il me dit non, tout va bien. Et moi, je l'arrête et je fais, tu peux quand même regarder au niveau du pancréas parce qu'on m'a dit qu'il y avait une masse. Est-ce que tu peux regarder? Et le type se reconcentre et regarde. Et puis là, il la voit et il fait, ah tiens, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose, on va faire plus d'analyse. Donc, s'en est suivi une biopsie. Et donc, c'est là où on a découvert la tumeur. En janvier, donc je rentre en Belgique et on a une opération qu'on doit faire qui s'appelle Whipple, où en fait on enlève le pancréas, une partie du duodénum, et on te reconnecte, on te crée un nouveau système digestif. C'est une opération d'habitude qu'on fait quand on a plus 60, 70, 80 ans. Donc on enlève le mauvais, quoi. Ben, on enlève la tumeur, Oui. Okay. qui est dans la tête du pancréas dans mon cas, oui. et ce qui fait que... vu qu'il n'y a plus à ce moment le pancréas, il faut recréer un système digestif, mais comme étant une tumeur, il y a peut-être une extension, on va dire, de la tumeur qui peut être dans les organes voisins, oui. On enlève donc tout ce qui est duodénum, on enlève une plus grande partie pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien. Une marge, oui. Et on reconnecte. Une opération qui te fait perdre 10 kilos, qui est très lourde, qui peut avoir plusieurs complications. Et donc l'idée, c'était, on fait cette opération. On savait qu'il y avait des métastases sur le foie, mais on pensait 2 ou 3. Et donc, on comptait faire ablation de ces métastases et puis 6 mois de revalidation. Et moi, j'avais planifié pour repartir à Kuala Lumpur et tout allait bien. Et je je repartais dans ma vie d'expat, ravi, comme si ceci était juste un petit chapitre de ma vie. Et après 2 heures d'opération, on arrête. On découvre à ce moment-là, moi, je me réveille, je sais pas très bien pourquoi, j'ai plus ma péridurale, j'ai pas accès à ma morphine, j'ai des douleurs horribles. Les médecins ne viennent pas me voir. Et on me laisse à ce moment-là seul. Je vois simplement que l'opération a duré 2h30 et je sens qu'il n'y a pas eu un changement drastique dans mon corps, donc ils ont dû arrêter. Il y a l'assistante du chirurgien qui vient me voir, qui me dit en effet, ça s'est pas passé comme prévu, le médecin vient vous voir demain, mais on peut pas continuer cette opération, on va devoir faire d'autres choses. Pas beaucoup plus d'informations. Donc je me retrouve seul dans ma chambre, on est encore en Covid. Chris arrive à se battre avec son français, flamand, anglais qu'elle maîtrise comme ci, comme ça. Elle arrive à venir me voir, donc génial, mais elle vient pendant un quart d'heure et puis elle doit repartir. Quel enfer, ouais. Et elle s'assure et elle dit que personne ne vienne me voir avant que je sois là demain. Comme ça, peu importe les nouvelles, on est ensemble. Je me retrouve dans mon lit d'hôpital avec la vidéo. J'avais accès à la vidéo de l'opération. C'est dingue ça, oui, tu m'avais dit ça. Ouais. C'est quoi, il y avait une caméra au-dessus de toi? Non, parce que comme c'était une opération par laparoscopie... Ah oui, c'est ça, tout est par vidéo. Et donc j'avais vraiment la vidéo de l'intérieur de mon corps. Et je ne sais pas si c'est mon cerveau scientifique, mais en tout cas j'ai su avoir une certaine froideur, un certain détachement par rapport à la maladie, ou par rapport à ce qui est le côté émotionnel. Et j'ai fait des analyses, et j'ai regardé... Et en fait, j'ai découvert que la taille, j'étais sur un site web de vente de pinces de laparoscopie pour voir la taille des ciseaux qui font moins de 5 mm. Et je savais que sur un scan, on voyait pas les métastases à partir du moment où elles font moins de 5 mm. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas vu le reste des métastases et qu'on a découvert tout d'un coup qu'il n'y en avait pas 3-4, mais une douzaine sur le foie. Donc, je fais tout ça et puis je lis tout ce qu'on peut lire là-dessus. Ouais. Wikipédia, Doctissimo, les meilleures sources qui existent. Hein. Peut-être pas les meilleures, justement, non. Mais voilà. Mais voilà. Ouais. Donc, une nuit longue et à la fois très courte au niveau du sommeil, parce que trop de choses en moi. Mais c'est terrible qu'on t'ait rien donné comme info, quoi. Ça, c'est insoutenable. Tout à fait. Et comme je dis, heureusement, j'ai travaillé dans des grandes boîtes qui font que être un numéro... Je sais ce que c'est et j'ai cette espèce de froideur d'analyse qui m'a permis de ni stresser. Et c'est la moindre des choses, même que le chirurgien vienne après l'opération, quoi. Donc ça c'est un peu... il est venu le lendemain matin. Donc il est venu matin, quoi. À 8h30 avant que Chris soit là, avec ses 7 assistants, tous des étudiants. Et il arrive et puis il me fait, là à ce moment il me dit alors comment ça va ? Je prends le lead et je lui dis, voilà, j'imagine que ceci s'est passé, j'ai un peu lu, cherché, et je lui explique, et puis il me fait, en effet, t'as bien fait tes recherches, c'est tout à fait ça. On peut pas faire l'opération, parce que si on fait l'opération avec la perte de poids, et qu'après on doit faire de la chimio, c'est trop, ton corps va pas le supporter, le niveau de morbidité à ce moment-là est beaucoup trop important, donc on peut plus faire d'opération, maintenant on peut que se baser sur des traitements. Mais ça, c'était parce que t'étais déjà très mince ? J'ai toujours été, je fais 1m85 et un petit 72 kilos. Ça a toujours été comme ça. Donc, à ce moment avec l'opération et les crises, j'étais déjà à ce moment-là plutôt vers les 62, 65 kilos. Donc, il y avait déjà
descendre à 50, difficulté de manger, parce que comme c'est un nouveau système digestif, je peux pas me reconstituer aussi rapidement. Donc ils préféraient commencer par les traitements, quoi. En tout cas, ils le disent. Et l'oncologue, après qu'on a vu, nous disait, moi, j'aurais fait la même chose. Ça aurait été pour moi, pour ma femme, j'aurais fait la même décision. J'aurais été pour l'opération, mais l'opération plus la chimio, on peut pas y arriver. Et donc, il me dit, tout à fait raison. Puis je lui dis, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, il me fait, statistiquement, 4 ans, 5 ans max. Et il vient et il me fait une petite tape sur l'épaule avec son poing. Et puis il me dit, tough luck, hein. Et il se retourne et il part. Et là, je me retrouve seul dans ma chambre d'hôpital. Je suis désolée, je suis un peu bouche bée, mais... moi j'étais... non, à ce moment, je me suis retrouvé quand même tout seul, cul nu. Je savais pas ce qui se passait. J'étais là et je fais, ok, là maintenant, quoi, comment, C'est épouvantable. C'est difficile. Tu sais, hier, j'ai fait un petit guide qui s'adresse aux soignants. Et donc, il y a ce que les patients ont aimé entendre, ce qu'ils aimeraient entendre. Et le dernier, c'est les phrases qui tuent. Et c'est les 4 ans max, quoi. Grand max. Qu'est-ce que tu dirais de ça maintenant ? Maintenant, avec du recul. Alors... Tu trouves pas ça... J'utilise ce terme, tu trouves pas ça scandaleux ? D'abord, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2 ans et demi. Donc ça veut dire qu'en fait, en somme, c'est horrible. Il te reste un an et demi. 1 an et demi, voilà. Je dis, l'oncologue est venu après et lui, je lui ai dit ce que le chirurgien avait dit et il m'a dit, aujourd'hui je peux rien te dire, j'ai besoin de plus de données, plus de statistiques, voir comment ton corps réagit. Mais c'est entre 2 et 20 ans. Mais oui, mais donc tu t'imagines l'impact sur des personnes qui sont pas comme toi. Alors je défends le chirurgien et l'oncologue parce que ils sont pères de famille. Ils ont une famille propre à eux. Et s'ils devaient s'attacher à chacun de leurs patients, ça devrait être tellement dur pour eux au niveau émotionnel. Donc je comprends qu'ils choisissent un certain écartement. Oui, mais là, tu vois, quand tu dis entre 2 et 20 ans, personne ne peut dire. Exactement. Personne ne peut dire. Alors, et puis on n'en sait pas, les progrès de la médecine. Et puis on ne sait pas. C'est enlever tout espoir, je trouve. Voilà. Oui et non. Moi, dans un sens, ça me donne un objectif et c'est de le battre. Donc, c'est peut-être une manière de voir les choses. Chris, je me souviens, m'a dit, elle voulait pas que je pose cette question, elle était contre, et c'était plutôt, on s'en fout de ce qu'ils disent parce que personne ne peut te dire quoi que ce soit. Il y a assez de preuves dans le monde pour arriver à contrer cela et simplement vraiment aller, personne ne peut te le dire. Parce que comme tu l'as dit, les progrès de la médecine. 2, aller faire des recherches personnelles sur qui on est, des traumas, les miracles existent. Et donc, il y a moyen de s'en sortir. Et c'est même pas des miracles, c'est simplement une volonté ou une force. Il faut arriver à trouver une clé, mais il y a moyen de se soigner soi-même, j'en suis sûr. Et le corps se guérit plus vite qu'il se rend malade. Donc, si je trouve la clé, je peux me soigner plus rapidement. Après la trouver, c'est peut-être là où ça vient du miracle. Est-ce que c'est facile à trouver ou pas ? Ça, je sais pas. Tu vas nous parler du trousseau de clés, là, justement. Mais... Oui. Alors, on va terminer un peu le chapitre... traitement et tout ça, parce que donc là, finalement, tu es en traitement à vie. Et justement, en off-micro, quand tu es arrivé, tu m'as parlé de ce petit... non, je vais pas dire ce petit événement, c'est un grand événement, donc tu es parti en vacances il y a pas longtemps. Tu as eu une petite pause thérapeutique d'1 semaine de plus. Donc je suis à mon 3e traitement. J'en ai fait un premier pendant 3 mois qui n'était pas du tout successful. On est passé à un 2e que je pouvais avoir pendant 10 ans. C'était oral. Je le gérais, c'était tous les mois. Et là, il me donnait vraiment une belle qualité de vie. Donc, j'étais heureux avec ça. Malheureusement, après 18 mois, on a fait un scan et on a vu que les métastases reprenaient du pouvoir. Donc, on a dû passer au prochain traitement. Et comme ils ont dit, c'est vraiment trial and errors. On va essayer ça ne fonctionne pas, on passe au prochain. On a une armoire à traitement. Après, cette armoire, elle n'a pas un fond. C'est pas comme le sac de Mary Poppins. Il s'arrête à un moment, je crois. Mais en attendant, voilà, on est passé sur un autre qui est maintenant malheureusement toutes les 2 semaines. C'est par intraveineuse, donc j'ai un porte-à-4. C'est beaucoup plus exigeant. Les effets secondaires sont plus contraignants. Ils sont aussi certains irréversibles et on parle de perdre la dextérité des mains, des pieds. Alors moi qui suis très agile, là, le dernier mois, je suis tombé 3 fois dans les escaliers. Et puis fou de menuiserie, donc là t'as besoin quand même de... et surtout le vélo, le sport. Bien sûr. Je suis quelqu'un de très actif, donc j'ai beaucoup de mal encore à accepter. Et j'en parlais avec ma psychologue l'autre jour qui me disait tu n'acceptes pas la maladie je l'ai acceptée mais je n'accepte pas le fait de me dire que je commence à être amoindri physiquement.
Alors, si on diminue les doses, les effets secondaires sont moins forts? Oui, on est déjà passé de 100 à 85 ou 75%, donc ça va mieux, oui. Mais ça reste là. Et le froid est mon pire ennemi. Moi qui adorais les douches froides, qui adorais aller me baigner dans l'Atlantique. Malheureusement... Donc c'est vraiment de l'ordre des neuropathies, quoi. Hein. Exactement. Ouais. Donc c'est les nerfs qui sont affectés. Mais là maintenant, ce matin, en diminuant les doses... Ça reste, en venant à vélo. Alors maintenant, c'est continu. J'ai comme des espèces de petits chatouillements dans les doigts, des fourmis. Oui. Mais le froid, par exemple, je me souviens, j'ai fait, c'était quoi, en février, j'ai fait de Omloop de Nieuwsblad, une course à vélo, 100 km. Ma main gauche était bloquée, j'arrivais à freiner mais plus changer de vitesse, donc je devais venir avec ma main droite sur mon guidon pour changer les vitesses. C'était déjà les neuropathies, ça, oui, le froid, oui. Et ce qui est dangereux, mais voilà. Mais c'était ma seule, parce que donc je perds cette dextérité. Et donc cette semaine, après 3 semaines de pause et un très bel événement cycliste où j'ai été mis à l'honneur par rapport à ce que j'ai créé, qui est le profitivisme. On dit le profitivisme. Exactement. Donc oui, un mot difficile à prononcer, mais ça c'est ton mouvement. Hein. Je l'ai créé le soir où j'étais dans mon lit à regarder cette vidéo. Et donc c'est un doux mélange de profiter de la vie et de rester positif. Le jour de ton opération, tu as déjà pensé à ce mot? Le soir, quand je regardais cette vidéo et en voyant tout ce que je lisais sur ce site internet, j'étais là et je fais, qu'est-ce qui me reste? On va profiter de la vie et on va rester positif. En disant, avec ça, c'est déjà 50%. Bon, Gilles, je te coupe un petit peu. Tu as eu quand même des moments de colère, de non-acceptation, de déni. Très tard. Je l'ai pas eu au début. Après. Et je l'ai plus maintenant. Comme je te disais, ce que j'ai eu donc en revenant de cette course, oui. Là maintenant aujourd'hui, j'ai eu, la semaine passée, j'ai vraiment eu, je crois, pire semaine que j'ai eu depuis l'annonce de la maladie. Un dégoût du traitement. Je me suis retrouvé devant mon miroir, j'avais mon Baxter que j'ai pendant 46 heures, et je me suis imaginé simplement le produit qui rentrait dans mon corps, et à ce moment j'ai eu un tremblement dans tout mon corps de dégoût de dire, qu'est-ce que je fais à accepter ce poison qui rentre en moi? Alors c'est une pensée tout à fait erronée parce que je pense qu'il faut, et comme tu l'avais dit dans ton podcast sur l'hormonothérapie, il faut accepter. Et si tu acceptes ton traitement, tu le vis beaucoup mieux. On n'est pas toujours dans l'acceptation, quoi. Ah non, tout à fait. Est-ce que tu assimiles ça à une espèce de burn-out parce que tu t'es senti tellement bien pendant cette pause thérapeutique, quoi? Oui, c'est de nouveau... Comme si t'étais pleinement dans la vie quand t'es parti faire tout ce tour en France avec tout le monde. Tout à fait. Et puis, paf, la réalité qui refrappe, quoi. J'ai une grande chose, c'est qu'à vélo, c'est moi qui contrôle. Ça, c'était ma coach qui m'avait dit, elle m'a dit, je comprends que tu t'amuses, tu t'exploses sur ces vélos parce que c'est le seul endroit où toi, contrôle de tout ce qui se passe. Ce qui est vrai. Alors que sinon, je contrôle pas parce que c'est les médecins qui choisissent les traitements. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle que je dois plus accepter que choisir. Est-ce que c'est un burn-out? Je crois que ça fait donc 2 ans et demi que je suis sous traitement, j'ai jamais eu de pause. Comme c'est incurable et qu'on me maintient en vie, il n'y a pas de pause pour moi. C'est pas comme beaucoup de cancers où à un moment on sait qu'on a une date limite, puis on est en rémission. Moi, je n'ai pas de rémission. En tout cas, pas aujourd'hui. Et comme je suis quelqu'un qui aime vivre intensément, j'ai 35 ans, je crois que j'arrive pas à accepter l'amoindrissement physique. Pas encore. Peut-être que ça viendra. Et comme je t'avais dit, je crois que je préfère vivre de manière intense mais court que de manière longue et devenir spectateur de ma vie. Et je rejoins là-dessus, il y a un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathieu Chédid. Et il a une de ses chansons, c'est une de mes phrases que je n'arrête pas de répéter, mais début de ses chansons où c'est « T'es rien, juste une poussière dans un système solaire ». Une chose mystérieuse. Et « T'es rien » peut être compris dans 2 façons. Ah oui. Personne de la Terre et tu n'es rien. Et j'aime beaucoup parce que ça remet les choses en perspective dans le sens je ne suis rien. Et si demain je dois disparaître, pas grave. Ce sera dur pour les gens qui sont là, qui restent. Mais c'est ce que j'essaie de transmettre autant à ma famille, à mes copains, en disant si moi demain je disparais, il y en a d'autres qui sont partis avant nous, avant leur temps. Des cousins, des personnes pas spécialement âgées, plutôt jeunes qui ont eu... La vie continue. Et plutôt ce que j'ai envie de dire et ce que j'essaie de laisser derrière, c'est de dire justement le profitivisme, et on peut l'appeler de n'importe quelle manière, mais si je disparais demain, que les gens restent avec l'idée de se dire waouh, il y a pire dans la vie, soyons juste heureux, profitons de ce qui se passe là maintenant. Et limite, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un se dise comment est-ce que Gilles aurait réagi, et de se dire tiens, c'est comme ça qu'il faut le faire.
Mais donc tu as vraiment fait tout un travail d'acceptation de la mort, en fait, finalement. Oui, d'acceptation de la mort et de respect. Oui, vas-y, je t'ai coupé. Non, de respect par rapport à soi-même, parce que je pense que n'importe quelle personne qui passe au travers d'un traitement comme ça, ou que ce soit le cancer, que ce soit une autre maladie, c'est ses choix, et à un moment, il doit pouvoir se respecter lui-même ou elle-même et son corps, et de dire stop, c'est chouette, c'est compréhensible le fait de se maintenir en vie, mais à un moment, si les conséquences, je crois qu'il y a quand même tout un truc qu'on se rend pas toujours compte dans la maladie, c'est tous les matins on se lève et il faut quand même retrouver cette énergie. On a une jauge d'énergie qui est là et elle se vide petit à petit, et tous les matins on reprend un peu de cette énergie, on arrive à le remplir cette jauge, mais il y a quand même des moments où on se dit c'est pas si facile. Bien sûr. Mardi je retourne à l'hôpital, aujourd'hui on est jeudi, mais ça fait déjà, c'est ma bonne semaine, donc c'est ma 2e semaine, mais même déjà au courant de ma 2e semaine, je m'imagine déjà avec appréhension dans un certain sens, tiens, je retournais à l'hôpital, et recalculer ça pour se dire, ok, il faut que je garde de l'énergie pour, 1, accepter le traitement, 2, une fois que j'ai le traitement, passer une bonne semaine d'une manière ou d'une autre. Les effets secondaires, quoi, oui. Voilà, et donc, respect de se dire à un moment, zut, au flûte, je n'ai plus envie. Tu n'es pas là maintenant, de toute façon. J'en suis pas là, hein. Oui. J'en suis pas là, et j'ai encore ma jauge d'énergie et je la remplis. C'est ça, t'es pas du tout là. Et puis là, tu me disais, donc il te reste alors 3 traitements, donc 6 semaines. Oui. Pas chouette, quoi. Non. Et puis quoi? Alors. Et puis le big event. Le big event. Donc j'ai pris. Alors c'est vraiment marrant ça, et parfois la vie. J'ai toujours dit, c'est parfois de la chance. Et je me souviens une de mes anciennes patronnes qui me disait, non Gilles, tu crées ta propre chance. Et je m'étais inscrit en décembre, j'étais à Dublin avec des copains et je sentais que j'avais besoin de quelque chose. Et je vois cette course qui s'appelle la Silk Road Mountain Race. Donc c'est une course d'ultra-endurance. Je suis parti pour 1880 km, 14 jours. Il y a 30 000 mètres de dénivelé positif. Donc pour comprendre ça, c'est comme si on montait 4 fois l'Everest, depuis zéro, le niveau de la mer, jusqu'aux 7000 en haut. Donc plus de 4 fois d'ailleurs. Ou comme quelqu'un l'a mis sur un forum, c'est comme faire 1880 km sur une pente à 6% tout le temps. Un faux plat comme ça à 6%. L'enfer. Enfin, bref. Pour moi, l'enfer. Exactement. Pour moi, ça, l'enfer. Pour toi aussi ou pas? Ça va l'être. Je sais que je serai sur mon vélo, ça va être l'enfer, mais après c'est un dépassement, c'est un combat contre soi-même. Tu as la condition physique pour ça? Oui et non. Pas pour la gagner, mais je vais pas là-bas pour la gagner. Non. Oui, parce que je suis quelqu'un de convaincu que l'être humain, le corps humain, de son historique, et là je parle des hommes de Néandertal, on a en nous les gènes et la force pour pouvoir faire ce genre de distance, comme eux étaient à l'époque nomades, comme ils devaient courir autant de kilomètres qu'il fallait pour éviter la horde de lions ou de hyènes, ou peu importe ce qu'ils avaient derrière eux aux trousses. La société a fait qu'on l'a oublié peut-être, ou qu'on l'a transformé avec le confort de vie qu'on a aujourd'hui, mais en nous on est tous capables de le faire, de trouver. Et physiquement, je me soigne, je fais beaucoup de sport, c'est un de mes piliers qui me fait bouger, qui me donne l'énergie. C'est pas toujours facile d'être consistant, mais c'est ça qui me donne le courage et qui me permet justement de remplir cette jauge. Et en plus, c'est complètement prouvé, hein, je veux dire, c'est quand même... que disent les médecins de tout ce sport que tu fais? Alors, ils sont pour le sport, comme ils disent, le maintien d'une activité. Mais quand je leur dis que je fais 150 km par semaine ou plus, ou que je pars faire ça... C'est pas vraiment de l'activité physique adaptée, ça, en fait. Alors là, ils disent, attends, mais tu t'écoutes, hein, et surtout qu'ils me voient un peu frêle, ou ils disent, mais non, mais Gilles, t'es sûr? Et je leur dis, et je l'ai toujours fait de manière intelligente, je m'écoute moi-même, je m'écoute mon corps. J'allais te demander, oui. Je suis suivi par... Exactement, puis je suis suivi par une diététicienne, un entraîneur physique, enfin un préparateur physique, donc je le fais pas... j'ai mon cousin, quand je l'ai eu au téléphone et que je lui disais que je faisais cette course, il me fait, Gilles, t'as trouvé une manière d'aller te tuer pour éviter tous tes traitements et tout ça, et aller faire ça là-bas loin de nous, comme ça, c'est ça. Et non, c'est pas du tout ce que je veux. Gilles, c'est pas possible. Quand il m'a dit ça, je l'ai dit, allez. Mais c'est vraiment quelque chose qui me... Donc c'était en décembre, j'applique, et puis le 7 janvier, je fais un scan, et c'est là où on me dit, tiens, on va changer de traitement. Donc le matin, je m'écroule un peu en disant, ok, nouveau challenge, on va le faire, mais quand même avec une certaine appréhension. Et dans l'après-midi, je reçois le mail d'acceptation de cette course. Et là, je me suis dit, bon, c'est parti, on le fait, peu importe ce que disent les médecins, on verra comment mon corps réagit au traitement, mais on va pallier d'une manière ou d'une autre, mentalement, avec le sport, avec mon entourage, avec tout ce que j'ai besoin pour trouver la force que j'ai besoin pour arriver à aller à faire cette course. Donc ça, c'est du 12 au 26 août.
Une course d'abruti, comme je dis, parce que c'est une des courses les plus dures d'ultra-endurance qui existent au monde. C'est en autosuffisance, donc je pars avec tout mon bordel de campement, de nourriture. Sur ton dos, il y a quand même des voitures qui te suivent. Non, sur mon vélo, donc rien sur avec moi. Des fentes. Ouais. Ça s'appelle du bikepacking, donc c'est des vélos mountain bike, mais avec des sacoches. On a des sacoches sous la selle, une sacoche à l'avant. Mais il y a quand sur même le des gens guidon. il y a quand même, si t'es en détresse, il y a des gens qui te suivent. Tout quand à même. fait. Tu vas pas tout seul dans ta montagne. Non, quand non. même. On a un GPS, on est 150 participants, donc il y a des gens qui sont toujours tu vas devant un ou peu derrière, croiser, qu'on se croise. Et puis on a un tracker GPS où on a deux choses. On a une manière de simplement les aviser, voilà, on a un souci. Enfin, j'ai un souci, mais c'est pas urgent. Ouais. Et là, ça peut prendre quelques heures, une journée, peut-être 2 jours, jusqu'au moment où ils viennent, en fonction de là où on est. Ah, parce que il n'y a pas toujours accès aux voitures? Non. Ah. C'est des vieilles routes soviétiques. Donc ils arrivent alors peut-être en hélicoptère s'il y a une urgence. Et puis il y a l'autre bouton ou l'autre système qui est urgence. Si jamais il y a une urgence, parce que je me suis cassé quelque chose, parce que... Tu arrives plus à respirer. Voilà. Là, il y a un autre bouton et à ce moment-là, c'est... je sais pas si c'est directement l'armée kirghize ou si c'est la Chine parce qu'on est juste à côté, mais en tout cas, il y a un système de sécurité qui à ce moment vient et s'occupe de nous. Mais donc ça reste, oui, une course un peu... Je peux te demander, comment tu définirais, est-ce que c'est comme une espèce de victoire sur cette maladie ou c'est vraiment le retourner dans la vie, être 100% dans la vie, loin de tout ça? Peut-être t'as pas de réponse, hein, mais... Je crois que c'est un combat avec moi-même. Oui. On m'a dit que j'étais limité, on m'a dit qu'il y avait certaines limitations à cause de la maladie, à cause des traitements. Et j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis encore capable de faire certaines choses, que je suis pas bon pour la casse, que je peux faire plus. C'est un gros combat mental parce qu'il va y avoir des moments très seuls. Dur, hein, oui. Mais je suis aussi quelqu'un, et là-dessus convaincu, que c'est dans la souffrance et dans ce genre de chemin qu'on arrive à trouver vraiment qui on est. C'est proche de ses limites et en dehors de ses zones de confort qu'on arrive à se découvrir. Et une des approches que je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il y a moyen si pas me soigner médicalement, est-ce que moi je peux trouver une solution? Oui, on va parler de tes piliers. Ça fait partie de tes piliers, ça? Non, pas spécialement. Oui, ça fait partie de mes piliers. Donc tu veux aussi trouver d'autres manières de te soigner? Mais quand on a découvert la maladie et le traitement qu'on allait que je devais prendre, avec Chris, on avait dit, on va faire 5 piliers. Il y a la médecine traditionnelle, donc simplement on suit la chimio, les traitements, ils sont là pour m'aider, pour me maintenir en vie. Bien sûr. On va pas en échapper. Le sommeil très important parce que la société fait qu'aujourd'hui le sommeil est devenu digestif parce qu'on mange souvent le soir et beaucoup et tard. Mais le sommeil à la base est réparateur. L'adage, il devrait. Et l'adage de manger comme un roi au petit-déj, mais comme un pauvre le soir, reste applicable, et dans le sens que le soir, normalement, quel est le but? C'est que le corps répare les cellules, les petits bobos de la vie de tous les jours, internes comme externes. Et ne digère pas déjà jusqu'à 2h du matin. Et ne passe pas son temps à digérer. Oui. Donc, il y avait le sommeil. C'est un peu ta philosophie, quoi. Mais c'est pas le profitivisme, hein. Donc c'est vraiment un peu ta philosophie. Donc les traitements, le sommeil. Le sport. Le sport, oui. Être actif, bouger. L'activité physique, L'activité physique, moi je l'applique peut-être à un niveau un peu plus exagéré, mais c'est ma manière. La nutrition, aller sur tout ce qui est anti-inflammatoire, tout ce qui est antioxydant et tout ce qui est sans sucre. Je l'ai très bien fait, je le fais moi-même aujourd'hui, c'est par phase. Le cerveau a quand même besoin d'un peu de sucre. Voilà, et il faut être indulgent avec soi-même. Voilà. Comment tu te nourris? En résumé, quoi? Comme je dis, aujourd'hui, je suis un peu plus dans un régime normal ou comme à l'époque, et donc équilibré, quoi. Oui. Équilibré, tout à fait. Je fais attention, mais je prends un dessert. Pour le moment, je suis beaucoup plus flexible. C'est du profitivisme aussi, de prendre un dessert. Voilà, et il faut, et ça marche. Je me fais peut-être pas une faveur parce que peut-être que en fait, la tumeur a besoin d'un certain environnement pour se développer, et il y a moyen d'agir sur cet environnement. Surtout au niveau de la nutrition. En mangeant le plus sainement possible, mais parfois on fait juste comme on peut, quoi. J'imagine que les lendemains de chimio, t'as pas non plus envie de... Les lendemains de chimio, les moments où je suis avec les copains... Mais et puis avec tout ce sport, tu dois quand même te nourrir en conséquence aussi.
Je peux pas perdre de poids. Et aujourd'hui, je suis proche des 70, j'arrive à maintenir ce poids et je suis bien. Et j'ai pas de problème digestif. Donc voilà, je me permets certaines flexibilités. Ce qui pourrait être le cas avec le pancréas, en fait. Mais, exactement. Et le foie. Donc voilà, je me permets certaines flexibilités aujourd'hui. Je crois que c'est par phase. Je sais qu'à un moment, je retournerai sur un truc plus drastique et plus spartiate. Mais c'est par phase. Et voilà, je crois que... Mais tu t'écoutes, quoi. Je m'écoute et j'ai déjà assez sur mon assiette avec tout le reste. C'est le cas de le dire. Ouais. Pour me permettre certaines flexibilités. Mais bon, c'est des bonnes protéines, c'est plein de légumes. Exactement. Et puis la spiritualité. Et alors la spiritualité, elle a plein de noms. Ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être les énergies, les vibrations, c'est la méditation, c'est l'acupuncture, c'est la méditation au travers du sport. Il y a tellement de choses, c'est juste une manière de penser, le positivisme, le profitivisme. Donc tout ça, c'est simplement une méthode de vie, et je l'appelle spiritualité parce que voilà, c'était le mot qu'on a placé là au début, mais donc c'est... quelque chose de plus large que nous. Voilà. Est-ce que tu étais ouvert à tout ça avant le cancer ? Moi ? Tu me regardes avec un petit sourire. Moi, hôtelier, en costard-cravate, avec un ego mal placé, hautain, non. Je t'imagine même pas comme ça. Moi j'ai toujours dit à plusieurs personnes, moi je suis dans mon train et j'avance. Si tu veux me suivre, tu rentres dans mon train, mais moi je vais de l'avant, je sais où je vais. Et si t'as pas envie, pas de chance, mais moi je continue. Et ce train, limite, s'il devait passer au-dessus de quelqu'un, dans le sens, moi je sais où j'allais, et j'y allais. L'hôtellerie de luxe est un milieu fantastique, très exigeant, mais aussi compétitif, parce que on veut tous les bonnes positions, on veut tous briller. On est aussi dans un milieu qui est parfois malsain, parce qu'on est avec tous nos clients, c'est les CEO, c'est les stars, c'est les présidents, c'est les sheiks, donc c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sain. Et donc j'étais une bonne personne, j'avais un bon fond, je le sais, mais j'étais ambitieux et j'avais peut-être d'autres choses en tête. Il y avait même une certaine ouverture d'esprit par rapport à qui je voulais être ou comment m'améliorer. Le côté professionnel, en tout cas, était plus pondérant. Et quand on s'est marié avec Chris, on avait dit, tiens, on ferait pas un travail justement d'aller voir quelqu'un, un coach, un psy, voir pour s'améliorer. Mais c'était juste une petite idée. Aujourd'hui, c'est ma plus grande partie ou mon plus grand travail. Je peux te poser une question ? Dis-moi. Est-ce que tu te sens plus aligné avec toi-même ? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et un jour, j'étais sur le chemin de Saint-Jacques, mais je parlais avec quelqu'un. T'as fait Saint-Jacques ? Une partie. Des parties, oui. J'ai pas su lâcher prise. En 4 jours, j'ai fait 250 km. Je me suis cassé l'orteil. Mais ça a été une bonne leçon. Mais j'arrivais pas à lâcher prise et je faisais beaucoup trop de kilomètres par jour. Ouais. Mais en discutant un soir avec quelqu'un, je lui ai dit, si jamais j'avais l'occasion, je retournerais à ma vie d'antan. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai senti quelque chose de faux en moi et j'ai dit non, pardon. En fait, je suis beaucoup mieux qui je suis aujourd'hui, malade. Et pour rien au monde, je changerais que redevenir la personne que j'étais avant. On m'a enlevé les œillères. Enfin, je me suis enlevé les œillères. J'ai beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'empathie. Je suis beaucoup plus serein avec moi-même. Tous mes petits cauchemars de l'époque, mes questionnements, mes débiles, qui n'ont aucune valeur dans la vie, qui n'ont aucune importance, ça a disparu. Je fais un exercice, j'avais lu le livre de Matthew McConaughey, The Green Light, et je lis, un des exercices qu'il propose, c'est de faire un trip down memory lane, donc tu dois un peu voir qui tu es, mettre tes valeurs. La page est toujours blanche dans mon livre, et j'étais incapable de me dire quelles étaient mes valeurs. Par contre, tu sais dire quelles sont tes valeurs aujourd'hui ? Tout à fait. Les valeurs, je les avais. C'était les valeurs de mes parents, les valeurs de la société, les valeurs que les gens espéraient de moi. Mais c'était pas mes valeurs. Et j'ai fait un travail, et je crois que ça fait partie d'une sanation, d'une partie de recherche de comment me soigner moi-même, mais d'aller chercher en moi un bien-être, de m'aimer moi-même pour qui je suis. C'est marrant, j'ai changé depuis lors, tatouage, je faisais déjà par exemple à l'époque, mais aujourd'hui... un vélo là, j'imagine. Là, j'ai un vélo, j'ai beaucoup de choses, mais je suis beaucoup plus en équilibre avec moi-même par rapport à mon style vestimentaire, ma créativité, le fait d'être loufoque. Et j'en parle avec des amis qui me disent, tu es aujourd'hui une beaucoup plus belle personne que tu étais avant. Et tout ça grâce à la maladie, au fait de m'écouter, au fait de prêter attention à des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie, de découvrir qui on est soi-même, vraiment.
parce que la société s'attend de nous, mais qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi je représente. Et puis après, comme j'ai plus beaucoup de règles qui s'appliquent à moi, parce que normalement je suis plus là dans 1 an et demi, mais je peux, non mais en rigolant, mais donc je peux me permettre certaines choses qu'en fait n'importe quel humain devrait pouvoir se permettre. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. On y arrivera. Comment je ne sais pas comment je peux te poser cette question-là, mais tu vois encore beaucoup de belles années devant toi quand même. Oui, parce que personne, ni même moi, ne peut savoir ce qui va se passer. Donc, quelle est la place de l'espoir dans tout ça, en fait, finalement? Mais comment tu vis ce temps devant toi, ce futur? Alors, je le vis plus que de dash. Cueille le jour. Tu sais, c'est beaucoup de Français qui nous écoutent, hein, donc on va peut-être plutôt dire cueille le jour ou carpe diem. Hein, ouais. Carpe diem, exactement. En flamand, mais je l'aime bien, le plus que de dash. Ça vient de ma mère. Je regarde pas tellement long terme. J'ai fait une paix avec moi-même. Présent, quoi. Oui, et de ne pas essayer de me battre pour construire un patrimoine, pas essayer de construire quelque chose que je vais peut-être pas profiter de ma vie, ou en profiter parce que je sais pas combien de temps il me reste. Donc c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans l'instant présent et qu'est-ce qui permet de m'épanouir. Ici et maintenant. Ou alors même avec une course qui est à 2 mois. Voilà. Quand j'ai décidé de faire cette course, il y avait bien évidemment le côté égoïste de dire je vais faire cette course au Kyrgyzstan et je vais aller m'amuser. Pourquoi c'est égoïste? Je trouve pas ça égoïste. C'est simplement, je fais la course, je veux la faire, oui. Mais donc c'est moi. Je veux vivre ce rêve. Oui. Mais je me suis dit que c'était pas assez et donc j'ai rajouté 2 facettes à ma course qui étaient l'inspiration. Et au travers de ce que je vis, de ce que je fais, d'essayer d'inspirer, que ce soit quelqu'un qui soit malade ou que ce soit n'importe qui dans la vie qui fait face à de l'adversité. Et parfois, on juge mal quelle est notre adversité, ou on met trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas. Et donc, d'essayer d'inspirer les gens à prendre un peu une certaine perspective, de replacer ce qui est important et d'affronter ça. Et donc, voilà, j'essaie d'inspirer au travers de ce que je fais d'autres gens. Tu es dans la transmission, là. Oui. Voilà. Ben, cette vidéo que tu as faite, là on la partagera sur... c'est génial. Hein, Elle est très, très chouette. Donc, j'explique cette vidéo pour cette course qui est... tout est dit, là. Hein. Et puis, il y a un côté léger qui te ressemble. Voilà. Cette petite affiche qui tombe. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. Est-ce que tu peux nous parler du trousseau de clés? Oui. Maintenant, chaque fois que je vois un trousseau de clés, je pense à toi. Ouais. Ça fait partie de la spiritualité. C'est un de mes atouts que je prends et que j'utilise. Et en fait, je pense que chaque être humain a en lui un trousseau de clés. Ou sa vie est un trousseau de clés, donc notre vie est l'anneau. Et une clé, et la beauté d'un trousseau de clés, c'est simplement, on rajoute des clés, mais on peut les enlever à n'importe quel moment. Parce que voilà, on a changé de maison, parce qu'on n'a plus cette voiture, parce qu'on a perdu le cadenas, peu importe. On enlève la clé, on l'utilise plus. Et ce trousseau de clés, comparé au vieux trousseau de clés de l'époque où ils avaient 120 000 clés qui pesaient, aujourd'hui, ce trousseau de clés doit être d'une certaine manière léger. On l'a toujours avec nous, en poche. Et pourquoi est-ce qu'il doit rester léger? Parce que justement, je crois que la beauté de ce trousseau de clés, ou comment j'imagine la vie, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Et de dire, tiens, aujourd'hui, on me propose l'acupuncture. Je vais faire de l'acupuncture parce que voilà, je vais essayer. Je rajoute cette clé sur mon trousseau. Ça me réussit pas. Peu importe. Ça réussit, je la garde. Si à un moment ça réussit plus, je l'enlève. Il faut surtout pas la garder. Il faut pouvoir dire stop. Je trouve que la flexibilité, l'adaptabilité et le fait de pouvoir trouver la force d'abandonner quelque chose, un peu sortir de sa zone de confort, mais surtout le faire, l'enlever et puis remettre quelque chose de nouveau. Et on vous propose, quand on est malade, et tu le sais, on te propose 1000 choses, 1000... Mais en tout cas, on te demande d'être flexible et adaptable. Ça, voilà. C'est quand même et patient, hein. Très patient. Oui, ça c'est une grosse clé. Ça, on ne l'enlève pas, cette clé-là. On n'essaye pas, en tout cas. Oui. On essaye de la garder. Oh là là, Gilles, écoute, figure-toi qu'il y a déjà 48 minutes sur le... On continuera encore des heures. Hein. Oui. Tu viendras peut-être nous expliquer après ta course. Hein, ça me ferait plaisir. Un épisode 2. Écoute, le profitivisme,
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que j'ai l'impression que c'est un hashtag. Tu vois, je trouve que je vois bien ce hashtag partout, moi. Je l'ai sur ma jambe, je l'ai tatoué. C'est pas vrai? Attends, mais t'as l'autre bras, c'est quoi? Parce que là, il y a un vélo. Non, là, il y a un peu de tout. Il y a des fleurs, il y a un éléphant, il y a un peu du Japon. Parce que j'ai vécu pendant un an au Japon, donc il y a un peu toute ton histoire. Tu te tatoues encore au fur et à mesure, là? Je continue. Et profitivisme, tu viens de le faire? Je viens de le faire. C'est copains qui m'ont offert ça pour mes 35 ans. Et eux l'ont fait aussi. On est déjà... Aujourd'hui, on est 7 personnes déjà tatouées profitivisme. Mon père. Ton père? Mon père, ma sœur, Chris. Et ton père, il est Enfin, c'est peut-être indiscret, mais... Sur l'épaule droit. Un gros... Non, génial. Une preuve d'amour. Ouais, comme il y en a ta pas. Maman n'a pas encore fait. Elle le fait, elle va le faire. Donc, et le profitivisme, donc c'est ma méthode de vie qui est de profiter de la vie et de rester positif. C'est pas du profitivisme tous les jours, comme tu le sais. Il y a des moments très, très durs, il y a des moments pas du tout chouettes. Mais voilà, on essaie d'amener de la légèreté. J'essaye d'être transparent sur ma maladie, de le voir plus comme quelque chose. Il faut pas en avoir peur d'en parler, il faut pas en avoir pitié. C'est quelque chose qui... Mais j'imagine que quand tu parles du pancréas, il y a tu dois avoir du langage non verbal qui doit être parfois très très difficile, quoi. Comment tu vis ça? Parce que... les personnes qui te... Il y a des gens qui ont du mal. J'ai des copains qui ne me parlent pas encore ou qui voudraient me voir, mais ils ne savent pas comment l'aborder. J'ai d'autres qui... Donc c'est bien avec tout ce que tu communiques finalement. Ouais. Voilà, moi ce que je trouve doit être fait, c'est justement communiquer, partager, parce que le fait d'en parler enlève de la lourdeur, ça permet de voir ça comme quelque chose de plus léger. Mais tu aides les autres aussi, aussi, voilà. Et c'est le but. Et chaque fois que j'ai quelqu'un ou que j'entends quelqu'un qui a une maladie, un cancer, et qui n'ose pas en parler, j'essaye toujours de le contacter d'une manière ou d'une autre pour essayer de lui transmettre ma manière dont moi j'ai abordé cette maladie, pour que il puisse justement s'ouvrir. Parce qu'il ne devrait pas avoir ni honte, ni être gêné, c'est pas une faiblesse. On l'a pas choisi. Et voilà, et simplement en parler. Et le fait d'en parler, de quitter cette lourdeur, permet que les gens qui sont malades soient beaucoup plus à l'aise quand ils sont avec leurs copains, quand ils sont dans un entourage où ils devraient être en confiance. Il y en a qui, malheureusement, comme ils sont malades, ne se sentent pas en confiance dans cet entourage. Et ils devraient l'être, parce que c'est justement ce qu'on a besoin, d'être bien, d'être serein, de se sentir à notre aise, et de ne pas sentir ni de la pitié, ni de la faiblesse, ni... Le juste milieu n'est pas toujours facile pour l'entourage, parce que... Non. Voilà, on est confronté à des maladresses, des injonctions, mais c'est bien, des personnes comme toi, c'est vraiment extrêmement inspirant de faire bouger les lignes, lever les tabous, et tu es extrêmement inspirant. C'était très important pour moi de t'avoir sur le podcast. Merci. Donc ce profitivisme, donc on va garder ce mot, on va créer un mouvement, on va peut-être pas tous se tatouer, mais chacun est libre de ce qu'il a envie. Voilà. Alors la petite question piège de la fin, même si tu sais que j'aimerais continuer, mais finalement j'ai l'impression que toutes tes phrases étaient des magnifiques phrases de conclusion. Mais est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire, ou comment est-ce que tu aimerais conclure ce podcast? Bon, c'est toujours un peu piège quand on n'a pas vraiment réfléchi avant, mais je te laisse un petit moment de pause si tu veux. Non, et c'est Jacques Brel qui a écrit Le souhait aux aventuriers. C'est un texte qu'on a lu d'ailleurs à notre mariage, qui est très important pour moi, et qui est le souhait aux aventuriers, et qui parle de désir, de fait de rêver, et comme il dit en droit pénal, simplement le fait de penser est déjà une action. Enfin, le simplement fait de rêver est déjà d'entreprendre. Et il dit, la phrase c'est « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. » Ouais, je sais plus après. Oui, dis-moi. Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Et c'est une phrase qui... Voilà, la course au Kyrgyzstan, c'est un rêve. Rester en vie, c'est un rêve. Avoir des enfants était peut-être un rêve à un moment. J'ai encore 1000 rêves. Et ils sont là, et j'ai l'envie furieuse d'en réaliser encore, et je compte le faire. Je suis un peu émue. Et on verra combien j'en fais, et ce que je désire, ou ce que je souhaite à n'importe qui, tout comme Jacques Brel, c'est que les gens aient des rêves, et des projets de vie, et qu'ils aient l'envie furieuse de les réaliser. Bon, voilà, un petit peu émue,
Merci Gilles pour ce magnifique podcast. J'ai hâte de le poster. Je t'avais dit, en plus, on le postera bien avant ta course. Si possible. Comme ça, est-ce que tu lèves encore des fonds ? Je lève toujours des fonds. Ça, c'est la 3e phase de ma course, qui est de donner en retour, parce que je pense que, de toute ma vie, on m'a toujours tellement aidé. Enfin, on s'entête tous, mais étant peut-être un peu favorisé, il y a encore plus dans la maladie, les gens se sont tellement tournés vers moi, me dit que c'est à mon tour de rendre en retour. Et donc, j'ai décidé de lever des fonds pour l'Anti-Cancer Fund, qui est une fondation indépendante qui, fait de la recherche contre le cancer. 2, ils ont aussi ce qui s'appelle My Cancer Navigator, qui est J'ai entendu ça. Une traduction, une vulgarisation de tout ce qu'il y a sur Internet, du diagnostic qu'on donne aux patients, afin de vraiment comprendre ce qu'il y a sur la table. C'est pas un second avis, c'est vraiment transmettre les données qui sont à disposition des patients pour que eux puissent faire un choix. Est-ce que c'est en Belgique, ça, ou c'est en Belgique. Ah oui, c'est pas sur la France. Non, mais c'est en Belgique. Mais j'ai entendu parler de ce My Cancer Navigator. Ils sont basés à Metz. Mais tout le monde a accès à ça. Tout le monde a accès. C'est en anglais ? Non. Ils sont... Anglais, français et néerlandais. Ils sont principalement, c'est néerlandophone ou une équipe néerlandophone, mais ils parlent tout aussi bien français, anglais. Nous, on l'a fait en 3 langues. Et il y a aucun souci. Et c'est vraiment, il suffit de les contacter, expliquer son... Ah, ok, c'est eux qui font les recherches pour toi. C'est eux qui font les recherches. Ah, exactement. Okay. Et ils vulgarisent. C'est pas un site où tu trouves des infos. Ah. Non, tu dis génial. Ton diagnostic, ce que tu as, ce qu'on te propose. Eux, ils regardent s'il y a des études, s'il y a... Ils te donnent des infos fiables. Ils te donnent des infos, tout ce qu'il y a. Et ce sont tous des médecins. Donc, eux font l'analyse en disant, voilà, ce sont des médecins qui font ça de leur choix. Et qui te transmettent en fait des informations qui sont disponibles, que toi, au lieu d'aller sur Doctissimo, eux, ils vont justement enlever tout ce qui est pas fiable. T'aurais dû les contacter la nuit de ton opération, en fait. Sans doute. Bon, donc, voilà. Gilles, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.